Ilusia était autrefois un type tout à fait ordinaire, mais un jour, il se retrouva transformé en œuf de dragon, dans une situation digne de Doofenshmirtz, puisque ni l'un ni l'autre de ses parents ne s'étaient présentés à sa naissance. La première chose qu'il vit fut un écran, et une voix résonna dans sa tête pour lui expliquer que sa fenêtre de statut afficherait toutes les informations concernant ses capacités. Cela semblait plutôt pratique, jusqu'à ce qu'Ilusia réalise qu'il devait surtout s'inquiéter du fait qu'une voix parlait directement dans son esprit. La voix lui expliqua qu'elle faisait partie d'une compétence appelée voix divine, et que son rôle était de lui fournir des explications sur son statut et ses aptitudes. Ilusia demanda alors si ce monde était une sorte de jeu, mais la voix répondit qu'elle ne pouvait pas lui donner cette information, la compétence voix divine n'étant encore qu'au niveau 1. Il lui demanda ensuite si elle pouvait au moins lui dire où il se trouvait, mais la voix refusa une nouvelle fois de répondre à toute question ne concernant pas son statut. À bout de nerfs, Ilusia s'énerva tellement que son œuf se mit à rouler et finit par tomber d'une falaise. Lorsqu'il s'arrêta enfin, le système l'informa qu'il venait d'acquérir une résistance aux dégâts de chute. Toutefois, cela avait un prix. Ses points de vie avaient diminué d'1 point. Et quand on ne possède que 5 PV au total, perdre 1 point est loin d'être anodin. Ilusia roula ensuite jusqu'au bord d'un lac. Là, il aperçut pour la première fois son reflet dans ce nouveau monde. Et c'est à cet instant qu'il comprit qu'il était littéralement un œuf. Le système l'informa qu'il était un œuf de dragon, un monstre de rang F, et que si sa coquille venait à être détruite, il mourrait sur le champ. Déjà accablé par la situation, Ilusia apprit en plus que les œufs de dragon étaient totalement impuissants et dotés d'une intelligence à un seul chiffre. En résumé, rouler était à peu près la seule chose qu'ils puissent faire pour le moment. Certes, ils avaient le potentiel de devenir de redoutables dragons une fois éclos. Mais si l'on a déjà regardé Nat Geo Wild, on sait que les chances de survie sans finir en simple encas protéiné sont extrêmement faibles. Pris de panique, Ilusia se mit à trembler, ce qui le fit de nouveau rouler en bas de la colline. Il chuta d'un autre rebord et ses PV tombèrent à 3. Il décida alors de rester immobile pour le moment, conscient qu'il ne pouvait absolument pas se permettre de subir le moindre. C'est à cet instant que le sadisme typique de la noblesse entra en jeu. Privée de ses bottes, Pamela fut forcée de danser aux côtés de Neil. Et cela se répéta durant de longues 10 années, au point que beaucoup se demandaient combien de temps encore elle pourrait endurer une telle épreuve. La plupart des gens furent choqués de la revoir cette nuit-là, comme s'ils assistaient au retour de Scarlett Castile tout droit sortie de l'enfer. Après toutes ces souffrances, le jour suivant arriva, et Constance se réveilla en croyant que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'un simple cauchemar. Cependant, lorsqu'elle se tourna, elle se retrouva face à Scarlett elle-même. La femme était là, l'attendant, et la pauvre Connie se mit à hurler de peur. Terrifiée, elle demanda qui était réellement cette femme. La réponse vint sans détour. Elle s'appelait Scarlett Castile. À cet instant, Constance se souvint clairement avoir assisté à son exécution des années auparavant. C'est pourquoi elle déclara que tout cela n'avait aucun sens. Après tout, elle avait vu Scarlett être mise à mort de ses propres yeux 10 ans plus tôt. Scarlett lui demanda alors si le fait de la voir ici lui faisait croire qu'elle était encore en vie. Puis, elle révéla quelque chose d'inattendu, laissant Connie profondément surprise. Scarlett Castile avait été la plus grande antagoniste de son époque. Elle avait tenté d'empoisonner Cecilia, sa rivale en amour pour le prince héritier Henri. Celui-ci l'avait démasquée au Grand Méridien, et c'est là que tout avait pris fin. Ses fiançailles furent rompues, et ses actes conduisirent finalement à sa condamnation et à sa sentence de mort. Scarlett ne révéla pas tout immédiatement, mais elle fit clairement comprendre qu'elle voulait savoir la raison de sa présence ici. Après tout, elle n'avait pas encore reçu son paiement, puisqu'elle n'avait évidemment pas aidé une étrangère sans rien attendre en retour. Constance se souvint alors avoir entendu cette voix au moment où elle était à genoux, suppliant qu'on lui vienne en aide. Scarlett expliqua que le paiement serait simple. Constance devrait consacrer le reste de ses jours à l'aider à assouvir sa vengeance. Et c'est ainsi que cette partie de l'histoire, à la tombée de la nuit, les points de vie d'Ilusia se sont enfin régénérés. Il est donc en sécurité pour recommencer à bouger. Il se met à rouler lentement sur le sol, et en le faisant, il réfléchit à ce que va être sa vie en tant qu'œuf. Être un œuf peut sembler nul, mais tôt ou tard, il va éclore en dragon et devenir extrêmement puissant. Il décide donc de faire de cet objectif sa mission. Cependant,
Alors qu'il roule à travers la forêt, il tombe sur une autre créature. Il s'approche un peu pour mieux observer et découvre que cette chose s'appelle un ver sombre. Et selon son écran de statut, il porte le titre de mange-œuf. Oui, ça ne sent pas bon du tout. Illusia commence immédiatement à rouler à toute vitesse pour sauver sa peau, mais vu la vitesse à laquelle le ver le poursuit, fuir simplement ne suffira pas à le sortir de ce pétrin. Le ver a actuellement 8 points de vie, ce qui dépasse les points de vie maximum d'Illusia. S'il essayait de lui foncer dessus, il mourrait avant même de le toucher. Soudain, il se rappelle qu'il a reçu plus tôt dans la journée une résistance aux dégâts de chute et décide d'en tirer parti. Il attire le ver vers une falaise proche, puis le trompe pour qu'il saute avec lui. Au moment où ils touchent tous les deux le sol, Illusia est toujours intacte grâce à sa résistance aux chutes et au fait qu'il a atterri sur le corps du ver. Le système l'informe alors qu'il a gagné 12 points d'expérience pour avoir réussi à tuer le ver. En conséquence, il monte de niveau et remplit les conditions pour évoluer. Le système lui montre alors l'arbre d'évolution et lui demande quel chemin il souhaite emprunter. L'arbre du bébé dragon ou l'arbre du petit dragon. Illusia n'a absolument aucune idée de la différence entre les deux, alors le système commence à lui expliquer. Les petits dragons sont une espèce naine de dragons. Bien qu'ils soient petits comparés aux autres dragons, ils peuvent tout de même atteindre la taille d'un ours et possèdent une capacité mortelle à cracher du feu. En revanche, le bébé dragon n'a pas grand-chose pour lui à part le fait qu'il peut évoluer en de nombreuses espèces de dragons. Par contre, il a un goût vraiment délicieux avec de la sauce soja. Donc Illusia pourrait bien finir dans un épisode de Delicious in Dungeon s'il choisit cette voie. Illusia n'a clairement aucune envie de finir en repas. Le petit dragon semble donc être l'option la plus sûre. Mais juste au moment où il s'apprête à faire son choix, une voix lui parvient, lui disant qu'il doit devenir plus fort et viser le sommet. Ses champignons étaient truffés de poison, et il avait à peine survécu, mais cela lui avait tout de même permis d'acquérir une compétence de résistance au poison. Donc, ce n'était pas complètement perdu. Illusia ne veut toujours pas manger les vers, alors il décide de s'aventurer dans la forêt à la recherche de nouvelles proies. Quelques minutes après le début de sa recherche, il aperçoit un loup gris. Le loup est plus grand que lui, mais les statistiques d'Illusia sont supérieures, alors il décide de l'attaquer et commence à courir aux côtés du loup. Il le frappe avec un point de feu, le tuant sur le coup. En inspectant le cadavre, il se rend compte qu'il peut utiliser ses flammes pour cuire la viande. Quelques minutes plus tard, Illusia tient un morceau de viande de loup parfaitement cuit, et c'est la meilleure chose qu'il ait goûtée depuis son arrivée dans ce monde. Il veut en obtenir davantage, alors il décide de chasser exclusivement des loups pour pouvoir manger leur viande une fois sa journée terminée. Grâce à tous ses efforts, en soirée, Illusia atteint le niveau 20, et sa prochaine évolution aura lieu une fois qu'il atteindra le niveau 25. Cependant, le rythme auquel il monte en niveau ralentit à mesure qu'il devient plus fort, donc les choses ne seront pas aussi faciles à l'avenir. Côté positif, comme il a utilisé son souffle de bébé dragon si souvent, il est maintenant assez doué pour griller la viande, et sa situation alimentaire est résolue. Pourtant, il souhaiterait avoir quelqu'un à qui parler en dehors du système, puisque celui-ci ne répond jamais à ses questions importantes. Juste à ce moment-là, Illusia entend des voix venant de la forêt à proximité. Il ne comprend peut-être pas ce qui est dit, mais cela signifie qu'il y a d'autres personnes ici, alors il décide d'aller vérifier. Les voix provenaient d'un groupe d'humains, et Illusia voulait aller leur parler, mais ce serait difficile en tant que dragon. Pris individuellement, aucun des humains n'est aussi fort qu'Illusia, mais ils ont l'avantage du nombre, donc se montrer pourrait être risqué. Cependant, il ne veut pas rester seul pour toujours, alors il décide de sortir malgré tout. Malheureusement, il a oublié un détail. La viande de bébé dragon est délicieuse avec de la sauce soja. Dès que les aventuriers le voient, ils l'attaquent immédiatement pour un repas facile. Il essaie de leur dire qu'il ne veut pas se battre, mais ils ne parlent pas leur langue. Alors l'un des humains lui entaille la poitrine avec son épée, et l'autre utilise un sort de foudre pour le paralyser. Illusia comprend immédiatement que c'était une énorme erreur, alors il tente de fuir, mais la foudre a déjà rendu ses jambes inertes, et il ne peut rien faire. Les aventuriers commencent à s'approcher pour l'achever, mais à la dernière seconde, la fille qui est avec eux intervient pour les arrêter, car elle se sent mal pour Illusia. La fois suivante qu'Illusia ouvre les yeux,
il la voit en train de soigner ses blessures, et il est sincèrement reconnaissant qu'elle ait choisi de le défendre. Les deux autres ne comprennent pas pourquoi elle se soucie autant d'un dragon au hasard qui aurait pu être leur repas de la nuit, mais s'ils veulent qu'elle le garde en vie, ils ne vont pas l'arrêter. Ilusia jette un coup d'œil à son écran de statut et découvre que la jeune fille s'appelle Myria et qu'elle est une humaine de type Terre. Elle utilise également les dernières ressources de son MP pour le soigner, et Ilusia a déjà récupéré l'usage de ses jambes, mais il sait que Myria va probablement partir une fois qu'elle se rendra compte qu'il est guéri. Alors, il fait semblant d'être encore blessé un peu plus longtemps. Ilusia ne comprend toujours pas les mots que Myria prononce, mais en l'écoutant, il obtient une compétence appelée langue grecque, et s'il l'améliore, il pourra mieux comprendre ce qu'elle dit. Soudain, Ilusia entend des cris stridents venant de plus loin dans la forêt, et il comprend que ce doivent être les autres aventuriers qui étaient avec Myria. Pour qu'ils aient crié ainsi, il doit y avoir un monstre ridiculement puissant à proximité, et dans ce cas, aucune chance qu'ils survivent à une rencontre avec lui. Ilusia veut aller voir ses amis, mais il essaie de retenir Myria par son manteau, car c'est trop dangereux, surtout qu'elle n'a plus de MP. Cependant, elle ne comprend pas son avertissement et s'enfuit malgré tout. Ilusia ne sait pas quel genre de monstre se trouve là-bas, mais il est certain qu'aucun des humains ne peut le vaincre, donc il doit aller les sauver. Ses jambes sont encore un peu engourdies, ce qui rend le déplacement difficile. Lorsqu'il arrive enfin sur le lieu des cris, il est choqué de découvrir un énorme dragon de roche de rang mer, avec plus de 200 HP, soit bien plus que les 30 chevaux vapeur d'Ilusia. Normalement, il aurait fait demi-tour et fui le plus vite possible, car il ne veut pas affronter cette créature. Mais lorsqu'il voit Myria s'effondrer au sol, il ne veut pas la laisser derrière lui. Il n'a donc pas d'autre choix que de tenir sa position. À un cheveu près, le bébé échappe à la mort en bondissant, et, après s'être caché dans les buissons, il repense à sa propre stupidité d'avoir cru qu'il pourrait gagner en collaborant avec des humains. Au passage, il se demande aussi en quoi cet homme est censé être un nain, car la chose est gigantesque. C'est alors qu'il aperçoit Myria étendue au sol et comprend que, bien qu'elle soit encore en vie, l'ennemi est en train de la prendre pour cible. Déterminé à l'empêcher d'être définitivement tué, le bébé se met à courir vers elle, mais il est interrompu à mi-chemin par des pensées intrusives qui lui ordonnent de fuir. Soudain, la voix divine s'empare de son corps, le forçant à admettre qu'il n'a absolument pas les compétences nécessaires pour vaincre une créature de cette taille. Pourtant, il refuse d'abandonner quelqu'un qui lui a sauvé la vie peu de temps auparavant. Ainsi, le bébé avance vers l'adversaire et, lorsqu'il est attaqué par la queue de la créature, il roule pour esquiver, gagnant ainsi le titre de roi de l'évasion, et parvient même à frapper la tête de l'ennemi en utilisant ce même mouvement. Lorsqu'il retombe au sol, il remarque que le mage du groupe a rendu l'âme, mais que le guerrier est toujours en vie, ce qui signifie qu'il peut encore sauver quelqu'un. Le bébé continue d'utiliser sa technique de roulade pour faire face à l'ennemi, ayant acquis une grande maîtrise de cette compétence après avoir passé du temps sous forme d'œuf. Bien entendu, son objectif n'est pas de vaincre ce monstre, mais de l'attirer ailleurs afin de pouvoir revenir ensuite secourir les survivants. Malgré tout, le dragon de pierre frappe violemment le sol, soulevant une énorme quantité de terre qui percute directement le bébé, lequel est choqué de constater que la créature possède même une attaque de zone. Comprenant que l'esquive seule n'est pas très efficace, le bébé saute alors vers l'ennemi et lance un coup de poing enflammé. Cependant, la créature se régénère, rendant encore plus évident le fait qu'elle est impossible à vaincre. Malgré cela, le petit y voit une occasion. Il attrape Myria, la charge sur son épaule et s'enfuit. À cet instant, son regard se pose sur l'homme encore en vie. Mais il sait qu'il n'a pas le temps de sauver les deux. Au moins, il pouvait sauver la jeune fille. Tout en portant Myria vers un endroit sûr, le dragon réalise qu'elle perd des points de vie à cause de l'hémorragie. Dans un élan désespéré, il tente de lancer un sort de soin, avant de comprendre qu'il doit agir concrètement au lieu de s'en remettre à une illusion née dans son esprit. Il utilise alors son odorat extrêmement développé pour déterminer la direction d'où venait Myria, espérant y trouver un lieu sûr. Après avoir identifié l'odeur humaine, il s'élance de toutes ses forces dans cette direction, mais doit bientôt s'arrêter net lorsqu'une meute de loups gris l'attaque. En persistant dans la poursuite, ceux-ci parviennent à encercler le dragon. N'ayant aucune voie de fuite, le monstre se défend. Quelques minutes plus tard, Myria ouvre lentement les yeux et aperçoit le bébé dragon faisant face à plusieurs loups à la fois,
se battant courageusement contre eux pour protéger l'humaine. Mais elle referme rapidement les yeux et perd connaissance de nouveau. Ce n'est qu'après un combat remporté au prix d'efforts considérables, déjà tombé la nuit, que tout s'achève. Le bébé dragon reprend sa fuite, Miria toujours sur l'épaule, mais il commence à atteindre ses limites physiques. Par chance, au moment où il est sur le point de s'effondrer, il découvre un village humain et appelle désespérément à l'aide. Malheureusement, les humains ne comprennent pas ce qu'il essaie de dire. Ils n'entendent que les rugissements effrayants de la créature qu'il est réellement. Les hommes accourent alors à l'extérieur, armés d'outils de travail pour se défendre. L'un d'eux va même jusqu'à planter une lance dans la cuisse du dragon, et la pauvre créature ne peut rien faire d'autre que maintenir Miria sur son épaule et supplier qu'on l'aide. Heureusement, l'un des hommes reconnaît que la personne portée par la créature est Miria, ce qui apaise les autres. Après avoir insisté à maintes reprises et compris qu'il n'obtiendrait rien en parlant, le dragon dépose la jeune femme au sol et s'enfuit. Les hommes se précipitent aussitôt pour examiner Miria et, constatant la gravité de son état, appellent Mariel. Pendant ce temps, seul dans la forêt, le bébé dragon ressent au moins un certain soulagement. La jeune fille est en sécurité. Il ne peut cependant pas en dire autant de sa cuisse, car la blessure laissée par la lance est terrible. À cet instant, il comprend que, quoi qu'un dragon fasse, il restera toujours un dragon. En guise de maigre consolation, la voix divine lui accorde le titre de petit héros. Au lever du soleil, dans le village où elle a été emmenée, Miria se réveille après un long repos et découvre Mariel à son chevet. L'elfe a dû la transporter jusqu'ici pour la soigner, car la situation était suffisamment grave pour qu'elle utilise une magie blanche d'un niveau qu'elle n'avait plus employé depuis très longtemps. Sans compter que Miria a dormi 2 jours entiers, preuve de la gravité de ses blessures. Alors que Miria tente de comprendre qui l'a amenée au village, Mariel grogne, rappelant que, comme elle l'a toujours dit, l'humaine n'aurait jamais dû se laisser influencer par Daz de cette manière. À ce propos, Miria demande si ses compagnons vont bien, et son ami lui répond que Grants est mort. Son corps a été retrouvé dans la forêt et, d'après ce qui a été rapporté, quelque chose de très lourd lui est tombé dessus. Mariel ajoute qu'elle n'aurait jamais imaginé que Daz tenterait à nouveau d'affronter un dragon de pierre, ce qui, avec le recul, était d'une stupidité monumentale. Quoi qu'il en soit, les hommes n'ont pas retrouvé son corps, mais au vu de la situation, il a probablement été dévoré. Pensant être la seule survivante, Miria ne peut retenir ses larmes et se reproche de ne pas avoir réussi à convaincre Daz de faire demi-tour avant que tout cela n'arrive. De son côté, malgré tout, Mariel se dit soulagée que la jeune fille ait survécu, surtout parce qu'elle sait parfaitement que Daz n'a jamais été du genre à écouter les autres. Malgré cela, Miria ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. S'il y a bien une chose qu'elle admire chez cet homme, c'est qu'il est toujours le premier à faire face aux monstres qui s'approchent du village, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il avait une si grande influence sur les enfants. Cependant, quelque chose était différent le jour où ils sont allés dans la forêt. Miria avait vu Daz se disputer avec un homme à la taverne, simplement parce que celui-ci affirmait que Daz n'était pas capable de vaincre un dragon de pierre, puisqu'il avait pris la fuite face à l'un d'eux autrefois. Agacé, l'aventurier répliqua que cela remontait à 10 ans et qu'aujourd'hui, il était parfaitement capable d'abattre ce monstre. Obsédé par cette idée, l'homme partit à la recherche de Grants et de Miria afin de se joindre à lui pour une... Selon lui, Mariel avait autorisé cette expédition, bien que Miria lui ait rappelé que l'elfe avait pourtant été très clair. Elle ne devait pas accompagner cet homme s'il tentait d'affronter le dragon de pierre. Cependant, Daz utilisa le chantage émotionnel, affirmant que lui et Grants partiraient de toute façon traquer le monstre et que, si elle ne les accompagnait pas, il risquait fort d'y laisser la vie. Inquiète pour ses amis, Miria accepta de les suivre, à condition que Daz promette de battre en retraite si la situation devenait trop dangereuse. Regrettant ce qui s'est produit, Mariel affirme que Daz est mort à cause de son ego démesuré. En revanche, elle se réjouit du fait que Miria ait réussi à atteindre le village malgré la gravité de ses blessures. Puisqu'elle en parle, Miria demande si quelqu'un l'a ramenée, et l'elfe se contente de répondre qu'elle a été attaquée par un monstre à l'extérieur du village. Troublée, Miria ne se souvient que d'avoir perdu connaissance lors de l'attaque du dragon de pierre et de ne s'être réveillée que maintenant. Il lui paraît donc impossible d'être revenue seule. Mais Mariel insiste, c'est la seule explication,
puisqu'aucun villageois n'est allé dans la forêt cette nuit-là, à l'exception du trio de l'expédition. En réalité, d'après ce que sait l'elfe, Myria a été retrouvée inconsciente à l'entrée du village et s'apprêtait à être attaquée par un monstre. Mais Grégory a réussi à faire fuir la créature. Face à ces éléments, Marielle en conclut que son amie a perdu la mémoire à la suite du traumatisme intense qu'elle a subi. Cherchant désespérément à se souvenir, une brève image du bébé dragon combattant des loups surgit dans l'esprit de l'humaine. Elle demande alors à quoi ressemblait le monstre qui l'a attaqué. Mais l'elfe n'en a aucune idée, car la créature avait déjà disparu lorsqu'elle est arrivée sur les lieux. Pendant ce temps, le petit héros se réveille et se rend compte, à sa grande surprise, qu'il a entièrement récupéré, ce à quoi il ne s'attendait pas vu la gravité de sa blessure. Au final, cela semble être l'un des avantages d'être un dragon, puisqu'un humain n'aurait jamais bénéficié d'une telle capacité de régénération. Inquiet pour Myria, le dragon se demande comment elle va. Bien qu'il ait sauvé la jeune fille, le bébé sait qu'il aurait très bien pu être tué par cette créature gigantesque, car, même s'il est devenu plus fort après son évolution, il ne pouvait toujours pas rivaliser avec elle. Si seulement il avait été plus puissant, tout aurait pu être différent. Ainsi, le jeune dragon est envahi par un désir ardent de devenir plus fort. Porté par sa détermination, le bébé dragon utilise une stratégie particulièrement ingénieuse pour attirer plusieurs vers de l'ombre au même endroit afin de farmer de l'expérience. Dans ce cas précis, il suspend l'un des vers à un arbre, forçant ainsi la créature à utiliser sa compétence, appelle des alliés, ce qui lui permet de contrôler exactement l'endroit où les renforts apparaîtront, ce que l'on pourrait appeler le piège parfait. Grâce à cette idée, le bébé dragon est récompensé par la voix divine avec le titre « Voix du mal », un titre qu'il n'apprécie honnêtement pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, le petit ne peut pas se permettre de gaspiller l'occasion qu'il a créée et fonce droit sur les monstres. Malgré son admiration pour leur loyauté, eux qui sont venus aider un camarade, le bébé dragon les fait tous rôtir et atteint le niveau 25, remplissant ainsi les conditions requises pour sa prochaine évolution. Excité, il se voit alors présenter ses options possibles. Mini-dragon ange, dragon enfant de marbre, jeune dragon de la peste, confus. La première chose que remarque le bébé, c'est que la dernière option semble particulièrement sinistre. De nombreuses questions lui viennent alors à l'esprit. Quelle est donc la différence entre mini et enfant, ou encore entre bébé dragon et petit dragon? Heureusement, la voix divine apparaît pour lui expliquer qu'être un petit dragon ne signifie pas être petit physiquement, mais plutôt ne plus grandir au-delà de sa taille actuelle. Les petits dragons montent rapidement de niveau, mais restent inférieurs aux bébés dragons en termes de capacité et de potentiel de développement. En résumé, le petit dragon représente la voie courte. Il commence fort, mais pas excessivement. À l'inverse, le bébé dragon suit une voie plus longue. Il débute plus faible, mais peut devenir bien plus puissant avec le temps. La voix divine ajoute ensuite que le type enfant est une version améliorée du bébé. Le type mini, quant à lui, ne possède pas beaucoup d'options d'évolution, mais celles qu'il propose sont garanties comme étant de bonne qualité. Enfin, le dragon demande ce que signifie le type jeune, mais la voix divine reste simplement silencieuse, le laissant se creuser la tête sur le choix à faire. Le bébé dragon demande alors une brève explication de chacune des 5 options. La voix divine, le mini-dragon est de petite taille, tout comme le petit dragon, mais sa croissance est lente et ses voies d'évolution sont peu nombreuses. En contrepartie, s'il démontre un certain potentiel, il peut continuer à évoluer par la suite. Le bébé trouve cette option déplorable à cause de sa progression lente et de ses perspectives limitées, et l'écarte donc immédiatement. Quant au mini-dragon ange, aussi appelé esprit assistant, ce dragon consacre son existence à aider les autres. Bien qu'il maîtrise efficacement la magie blanche, il se révèle peu performant en combat. En évaluant cette option, le bébé n'aime pas l'idée d'être faible sur le champ de bataille, mais il se souvient à quel point il désirait une magie de soin semblable à celle de Myria. Vient ensuite le dragon enfant, l'évolution naturelle du bébé dragon, qui renforce progressivement ses capacités physiques en grandissant, un point qui attire énormément le bébé puisqu'il s'agit de la voie recommandée pour sa classe actuelle. Puis vient le dragon enfant de marbre. Ces dragons ont subi une mutation et présentent un motif en forme de goutte sur leur peau. Ils possèdent une puissance magique supérieure à celle de la majorité des autres dragons.
Le bébé considère sérieusement cette option, pensant qu'une magie puissante serait un atout sur le long terme, et que cette mutation a quelque chose de spécial. Enfin, le jeune dragon de la peste, première étape vers le dragon maléfique, celui qui sème le désastre partout où il passe. Bien qu'ils soient connus pour mourir jeunes, ces dragons sont extrêmement intelligents et capables de prendre une forme humaine, même s'ils mènent une existence solitaire. À la fin de l'explication, le bébé dragon se bouche les oreilles, car il ne considérait déjà plus cette option à cause de ses caractéristiques horribles, mais il finit tout de même par entendre la partie concernant la capacité à adopter une forme humaine. Cela pourrait bien être sa grande chance d'entrer dans les villages et d'essayer de mener une vie normale, sans risquer de se faire transpercer la cuisse par une lance. À partir de là, il pèse soigneusement le pour et le contre et se retrouve face à un cruel dilemme, car, comme tout le monde le sait, si cette classe porte le nom de « peste », ce n'est certainement pas sans raison, comme l'a affirmé la voix divine. D'un côté, le lézard savait que cela ressemblait à une idée absolument terrible. Mais d'un autre côté, il s'inquiétait énormément pour Myria, et il désirait plus que tout obtenir la capacité de se transformer en humain. Ainsi, il pourrait vivre une vie pure et honnête aux côtés de ses amis, et si tout tournait mal, il lui suffirait de revenir à sa forme normale. Avec cela en tête, le bébé dragon prit sa décision. Une bonne fois pour toutes, il deviendrait un jeune dragon de la peste. Après sa transformation, en voyant son reflet dans l'eau, le pauvre être commença aussitôt à regretter son choix, car il avait réellement l'apparence d'une créature maléfique. Il apprit alors, par la voix divine, que sa capacité de vérification de statut avait gagné un niveau, ce qui lui permettait désormais d'analyser en détail chacune de ses techniques. De plus, la voix divine elle-même avait atteint le niveau 2, et le jeune dragon de la peste avait acquis les compétences vol et poussière d'écailles de dragon. Sa capacité de morsure avait évolué en croc venimeux, et il avait également reçu plusieurs autres pouvoirs qui lui donnaient littéralement mal à la tête. Enfin, il obtint le titre de calamité, et son titre de vilain passa au niveau 2, ce qui commençait à l'inquiéter sérieusement quant à la classe qu'il avait choisie. Le dragon examina ses compétences, mais ne trouva nulle part la transformation humaine, pourtant la seule chose qu'il désirait vraiment, au point d'en être désespéré. Il exigea des explications de la voix divine, mais celle-ci lui répondit qu'elle n'était pas en mesure de fournir ce type d'informations à son niveau actuel. Après s'être allongé un moment pour réfléchir à tout cela, le jeune dragon de la peste rassembla ses pensées et tenta de se concentrer sur d'autres questions importantes, comme l'identité même de la voix divine. Une fois encore, la réponse fut la même. Aucune information ne pouvait lui être donnée à ce sujet. Il tourna alors son attention vers la poussière d'écailles de dragon. La voix divine expliqua qu'en battant des ailes, le dragon pouvait répandre un miasme affaiblissant qui affectait tout ce qui l'entourait. Au niveau maximal, il serait capable d'empoisonner des nations entières simplement en survolant leur territoire. En entendant cela, le jeune dragon battit des ailes, ce qui tua instantanément une fleur, lui faisant réaliser qu'il était, en réalité, une arme biologique vivante. Ensuite, il demanda une explication concernant son souffle pestilentiel, qui consistait à projeter une haleine infectée directement au visage de l'ennemi. En plus d'infliger de lourds affaiblissements, cette attaque était extrêmement contagieuse, au point d'avoir autrefois éradiqué une civilisation entière. De plus en plus inquiet, le dragon commença à se demander s'il n'était pas, en fin de compte, le véritable antagoniste. Le garçon réincarné demande si les titres qu'il a reçus représentent au moins autre chose que le mal. La voix explique le premier. Mini-héros, accordé à ceux qui ont montré un courage modeste et dont la gentillesse pourrait, un jour, les conduire à un statut héroïque plus avancé. Ce titre confère une légère augmentation des dégâts de certaines armes, et il a également un impact profond sur le chemin évolutif du dragon, qui se dit qu'il pourrait échapper à la voie du mal s'il continue à faire progresser ce titre. Le jeune dragon de la peste interroge ensuite la voix divine au sujet du titre de vilain. La voix explique qu'il est destiné aux antagonistes diaboliques qui laissent derrière eux des montagnes de cadavres, riant méchamment en comptant le nombre de vies qu'ils ont prises. Ce titre accorde un petit bonus au pouvoir de type sombre, rend l'apprentissage de la magie blanche plus difficile avec le temps et réduit le taux de régénération, influençant fortement le chemin évolutif du dragon. Terrifié une fois de plus, le jeune dragon de la peste se débat au sol,
certain d'avoir fait le pire choix possible. Pendant ce temps, Myria et Marielle vérifient les pierres de protection disséminées dans tout le village, puisqu'elles créent une barrière autour du territoire et doivent fonctionner parfaitement. En réalité, cette barrière est un sort de charme qui dissuade subconscientement les créatures de la traverser, mais elle est inefficace contre les monstres dotés d'une forte détermination ou d'un objectif très clair. Cela fait se demander à Myria si, au final, cette petite créature essayait vraiment de la protéger. Quoi qu'il en soit, puisque cette chose a réussi à franchir la barrière, Marielle doit s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Les deux se dirigent donc vers la prochaine pierre de protection pour que l'elfe y lance un sort. À ce moment, Myria avoue avoir le fort pressentiment qu'elle a été sauvée par ce petit dragon dans la forêt. L'elfe demande si l'humaine développe des sentiments pour un monstre, et Myria explique rapidement que ce n'est pas le cas. La jeune femme poursuit en expliquant que les monstres évoluent en différentes formes et deviennent plus puissants au fil de cette évolution, et qu'ils peuvent monter de niveau en chassant d'autres créatures. Chaque type de monstre possède un niveau maximal différent, et une fois atteint, il évolue d'un rang, puis répète le processus jusqu'à devenir de plus en plus puissant. Myria a du mal à croire que les hommes du passé aient découvert la nature des monstres, mais Marielle ne comprend pas ce que veut dire la jeune femme, puisqu'elle lui avait déjà expliqué tout cela il y a 11 ans. Le problème, selon l'humaine, est qu'elle n'avait alors que 5 ans, et qu'elle était si petite qu'elle devait lever les yeux pour faire face à l'elfe. Se sentant visiblement prise pour petite, Marielle regarde Myria avec une expression qui dit qu'elle pourrait facilement lui faire subir plusieurs mauvais tours. La mettant de côté, elle explique que des personnes spéciales apparaissent de temps en temps, capables d'entendre la voix divine et de partager des informations sur les monstres, les niveaux et tout le reste. Par exemple, il existe des saints et des héros responsables de l'humanité, qui savent tout ce qu'elle sait sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, en résumé, chaque créature ne cherche que le pouvoir, ce qui les rend de plus en plus féroces et dangereuses. Si ce dragon a vraiment sauvé Myria, l'elfe est certaine qu'un jour, ses crocs se retourneront contre l'humaine, car les monstres ne sont rien de plus que le reflet de leurs propres instincts, et il n'est pas sage d'y placer des attentes humaines. En fin de compte, la coexistence entre monstres et humains est tout simplement incompatible. Quant à lui, le jeune dragon de la peste ne se décourage pas après avoir compris qu'il est sur la voie du vilain de l'histoire. Au contraire, il se promet d'évoluer très rapidement pour pouvoir revenir sur le droit chemin. Tout comme dans les histoires de Aesgi, il veut être le héros, pas le roi démon. Par-dessus tout, il doit apprendre la transformation humaine pour pouvoir se rendre au village de Myria. Finalement, le dragon commence son périple à la recherche d'XP pour monter de niveau et sortir de cette situation le plus vite possible. Mais la mauvaise phase ne le lâche pas. Après tout, le pauvre se retrouve soudainement pris dans une toile alors qu'il marchait calmement dans la forêt. Et si la toile était assez solide pour retenir un dragon, il est juste que la créature responsable soit tout aussi puissante. Dans ce cas, une araignée géante apparaît pour préparer son repas avec sa force de rang D. En plus d'être piégé, le dragon suppose qu'il n'est pas capable de vaincre un ennemi possédant une telle puissance, mais lorsqu'il reçoit une nouvelle rafale de toile, il doit agir rapidement. Il répond donc avec un souffle de bébé, brûlant l'arrière de l'araignée qui le visait directement. Cependant, la toile qui l'entoure commence elle aussi à prendre feu, le forçant à rouler au sol pour l'éteindre, ce qui lui confère au moins la compétence de résistance au feu. Pour améliorer la situation, l'araignée est maintenant en état de brûlure, la rendant vulnérable à une attaque physique du dragon. Bientôt, le monstre ailé frappe son adversaire avec ses griffes paralysantes, mais les PV de l'araignée restent à moitié, ce qui convainc le dragon que tuer cette créature n'est vraiment pas pour tout de suite. Il profite donc de sa paralysie et s'échappe aussi vite que possible. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'araignée se libère déjà de la paralysie et commence à poursuivre le fuyard à toute vitesse. Heureusement, le jeune dragon de la peste se souvient qu'il a acquis la compétence de vol, alors il saute et bat des ailes de toutes ses forces pour s'envoler une bonne fois pour toutes. Même ainsi, pour une raison quelconque, il ne peut toujours pas vraiment voler et est obligé de retourner au sol en continuant de rouler pour s'éloigner. 10 minutes plus tard, la poursuite continue et le dragon a déjà abandonné l'idée que l'araignée puisse manquer d'énergie. Heureusement, il fait monter sa compétence roulée au niveau 3,
ce qui augmente sa vitesse d'évasion et lui confère le titre « course de poulet ». Même agacé par ce titre lâche, le lézard n'a pas le temps d'y penser longtemps, car il fonce droit vers une falaise. À grande vitesse, il n'y a pas le temps de s'arrêter, et il vient juste de confirmer que sa capacité de vol n'est pas fiable. D'une manière ou d'une autre, la seule option est de rouler aussi vite que possible et de sauter, en espérant atteindre l'autre côté. Il le fait, et en atteignant le ciel avec une bonne impulsion, le jeune dragon de la peste déploie ses ailes et parvient à planer jusqu'à l'autre côté de la falaise. Pensant avoir échappé à la menace, il regarde en arrière et remarque un petit détail. L'araignée tisse une toile pour traverser le gouffre. Sans perdre de temps, elle bondit devant lui et reprend la poursuite de la même manière. Au moins, en guise de consolation, le dragon fait monter sa compétence roulée au niveau 4. Sur le chemin, un loup gris distrait apparaît et se fait écraser, accordant 20 points d'expérience au jeune dragon de la peste. Grâce au titre Youth ambulant, il reçoit un bonus de 12 points, passant directement du niveau 1 au niveau 3, et le loup n'était pas la seule victime du roulé du lézard. Tout ce qui apparaissait devant lui se faisait écraser, le faisant monter jusqu'au niveau 8, assez pour peut-être affronter la créature qu'il fuyait. Prenant le risque, le jeune dragon de la peste se tourne vers l'araignée et vérifie ses compétences. Parmi elles se trouvait une appelée double venin, dont il n'a aucune idée de l'effet. Quoi qu'il en soit, la stratégie est de s'approcher suffisamment pour déchaîner un souffle de bébé à pleine puissance. Cependant, l'araignée libère soudain un nuage de fumée aux 2 couleurs différentes, ce qui est probablement le double venin. Le dragon parvient à bouger grâce à sa résistance, mais il doit rester vigilant pour ne pas s'exposer trop longtemps aux substances. L'araignée attend clairement qu'il s'évanouisse pour frapper, mais comme elle ne sait pas qu'il a une résistance, il élabore une contre-stratégie. Faire semblant d'être mort pour que l'ennemi s'approche. Après avoir donné le meilleur de lui-même dans cette comédie, le jeune dragon de la peste se sentirait idiot si le plan ne fonctionnait pas. Mais l'ennemi tombe dans le piège et s'approche suffisamment pour recevoir un souffle de bébé. Son corps en flammes, elle subit ensuite un coup de queue qui met fin au combat pour de bon. Grâce à cette victoire, le jeune dragon de la peste évolue au niveau 14, ce qui représente pour lui une énorme amélioration. De plus, sa compétence souffle de bébé passe au niveau 3, et il obtient la compétence queue de dragon pour avoir utilisé sa queue au combat. Même ainsi, le dragon est anxieux d'obtenir enfin sa capacité à se transformer en humain. Cependant, la voix divine met fin aux annonces, laissant le pauvre petit en suspens. Frustré, le petit lézard volant récupère le loup qu'il a écrasé et part à la recherche d'un abri pour la nuit. À un moment de sa marche, il trouve une grotte et crie pour vérifier si quelqu'un est à l'intérieur, mais personne ne répond. Il décide donc d'utiliser ce trou comme domicile pour aujourd'hui et allume un feu pour rôtir la viande. Même s'il adore la viande grillée, le dragon se plaint que l'odeur est toujours affreuse. Alors il a l'idée d'y presser les fruits qu'il a trouvés plus tôt, car ils ont un parfum agréable, proche du poivre. Après avoir fait cela, l'expérience s'améliore définitivement de 100%. Et le dragon est sûr d'avoir trouvé un moyen d'élever ses repas à un autre niveau. D'ailleurs, comme cette grotte est libre, le jeune monstre ne veut laisser personne lui voler l'endroit. Il décide donc de l'utiliser comme base pendant qu'il cherche d'autres fruits rouges. En revanche, la grotte est trop humide et collante pour conserver les fruits. Il vaudrait mieux les faire sécher à l'extérieur. Rien qu'en pensant à cela, le dragon reçoit le titre de maître chef, ce qui lui donne l'impression d'être sur Big Brother, tellement sa vie privée est observée à chaque pas. Enfin, après avoir rempli son ventre de viande, le mini-héros se dit qu'il serait incroyable de devenir populaire dans ce village grâce à sa cuisine, mais il se rappelle rapidement que ses griffes acérées ne sont pas exactement ce qu'un humain aimerait voir. Avant toute chose, il ne peut pas se mêler à ces gens en étant un dragon. C'est-à-dire, au moins, il était plus mignon quand il était un bébé dragon. Mais maintenant, il a de grandes dents pointues, ainsi que ses yeux qui dégagent la méchanceté, ce qui le fait même penser que cette fille ne pourrait probablement pas le reconnaître maintenant. Désespéré, le jeune dragon de la peste supplie les cieux de lui accorder la transformation humaine, car jusqu'à ce moment, il est coincé dans le rôle de vilain de l'humanité. Cependant, ses prières restent sans réponse. Pendant ce temps, dans une taverne du village, Myria apprend que Dawes a été aperçu par Monsieur Beards près d'un étang pendant qu'il pêchait. Soudainement, à un certain moment de la pêche, Dawes est simplement passé devant lui,
marmonnant quelque chose, puis est allé se cacher dans les buissons. En entendant cette histoire, les amis de M. Burtz pensent qu'il invente tout. Puisqu'il boit tous les jours, bien que le pêcheur insiste sur le fait qu'il n'a pas imaginé les choses, tout était très clair pour lui. Voyant que la femme agit étrangement, l'un des hommes assis à la table demande à Myria de ne pas se blâmer pour ce qui s'est passé. Mais elle répond que ça va et s'en va sans autre explication. Sans perdre de temps, elle dit à Mariel qu'elle se rendra dans la forêt à la recherche de Dawes, mais l'elfe s'y oppose fermement à cause du danger encouru. De plus, si Dawes était vraiment vivant, il serait déjà revenu au village. Même ainsi, Myria suggère de former un groupe de recherche pour aller retrouver l'homme, mais l'elfe refuse de mettre la vie de quiconque en danger. D'un autre côté, voyant que son ami est visiblement désespéré, l'elfe promet de demander à la guilde des aventuriers d'enquêter sur l'affaire. Le lendemain, après avoir bien mangé et bien dormi, le jeune dragon de la peste se sent prêt à beaucoup évoluer, jusqu'à enfin obtenir sa capacité de transformation en humain. Après s'être lavé le visage dans un lac, il aperçoit quelque chose d'étrange au bord de l'eau, comme un slime ou quelque chose de similaire. Cependant, lorsqu'il observe le statut de la créature, la tête du dragon se met à tambouriner de douleur, et en même temps, la compétence d'affichage du statut passe du niveau 3 au niveau 4. Même Hirushia se demande quel genre de créature peut bien posséder des statistiques aussi absurdes, lorsque soudain le slime monstrueux le remarque et projette un tentacule dans sa direction. Hirushia parvient à s'enfuir de justesse et, une fois réfugié dans la forêt, il réalise que ce slime inquiétant n'avait en réalité pas des statistiques si élevées. Il s'était trompé en lisant les données plus tôt. Malgré tout, la créature reste bien trop dérangeante, alors il décide de la laisser tranquille pour le moment. Il choisit de chercher ses cibles dans une autre direction aujourd'hui, lorsqu'il remarque soudain un pot dissimulé dans les buissons. Hirushia pense qu'il pourrait servir à conserver des fruits, mais à peine le touche-t-il que le pot bondit dans les airs. Ce n'est pas un objet, mais un monstre appelé Potortis. En observant ces statistiques, Hirushia constate qu'elles ne sont rien d'exceptionnel. Il attaque donc le Potortis avec un coup de poing enflammé, mais cela ne lui inflige pratiquement aucun dégât. Motivé, Hirushia décide alors de tout donner et bombarde le monstre d'attaque. Cependant, le monstre pot atteint un niveau de nonchalance absolue. Il récupère des PV simplement en se reposant, même pendant qu'Hirushia l'attaque. Peu importe ce qu'il fait, la coque extrêmement dure du monstre le protège de tous les dégâts. Hirushia décide alors de passer en mode créativité. Il jette le monstre dans la rivière, et cette fois, ça fonctionne. Le Potortis coule et meurt noyé. Hirushia obtient les points d'expérience et monte de niveau, mais reçoit également un nouveau titre, Roi sournois, tandis que son titre de malfaiteur gagne aussi un niveau. Il se sent mal à l'idée de s'enfoncer encore davantage dans la voie du méchant, quand soudain, un groupe de monstres peaux l'entoure. Hirushia comprend qu'ils ont été appelés lorsque le premier monstre a utilisé la compétence cri, et ils sont tous furieux. Ils se regroupent, et Hirushia pense qu'ils vont se transformer en une sorte de monstre ultime, mais à la place, ils forment une tour très haute, à l'apparence extrêmement instable. Hirushia s'envole, attrape le monstre situé tout en haut, puis le projette violemment sur la tour, écrasant tous les monstres en une seule attaque. Grâce à cela, il apprend une nouvelle compétence appelée météorite et obtient 600 points d'expérience, ce qui le propulse directement au niveau 30. Ses compétences montent également de niveau, ce qui le rend très satisfait. Malheureusement, les coques se brisent après la défaite des monstres, et il ne lui reste pas un seul pot utilisable. Il décide donc d'utiliser les monstres comme viande, mais commence ensuite à se dire qu'il devrait manger davantage de légumes. Alors qu'il avance, il remarque que le ciel prend une teinte violette. Intrigué, Hirushia décide de suivre la direction des bruits de pas, ce qui le mène jusqu'à un ours qui se promène tranquillement, l'air parfaitement indifférent au monde qui l'entoure. Hirushia demande alors à Ciri d'analyser ses statistiques, mais elle lui répond qu'il est trop éloigné pour en voir les valeurs exactes. En revanche, elle peut lui fournir des informations sur son espèce. Il s'agit d'un monstre de rang D+, appelé ours d'argile. Son corps est composé de boue solidifiée, et il possède une puissance élevée, ainsi qu'une capacité de régénération impressionnante. Hirushia comprend rapidement que ce monstre est du même rang que lui, et il se demande s'il serait capable de le vaincre dans un combat équitable. Cependant, sa véritable motivation est ailleurs.
Si cet ours est réellement fait d'argile, il pourrait l'utiliser pour fabriquer des pots et toutes sortes d'objets. Hirushia ne peut pas laisser passer une occasion aussi en or entre ses pattes toxiques et il se met à poursuivre l'ours, qui ne semble toujours pas l'avoir remarqué. Il décide alors de lancer une attaque surprise, bondissant sur le monstre par derrière. Mais à la dernière seconde, l'ours se retourne et révèle de mortels pics jaillissant de sa poitrine. Hirushia évite de justesse l'empalement et recule en sautant, déclarant que ce monstre ne mérite absolument pas d'être appelé un ours avec des pics pareils. L'ours d'argile riposte en tentant un plaquage corporel, qu'Hirushia esquive avant de contre-attaquer avec une attaque roulée. Il réussit à faire fondre une bonne partie de sa barre de vie, mais l'ours utilise immédiatement une compétence de soin, restaurant complètement sa santé. Hirushia comprend alors qu'il est impossible de l'éliminer d'un seul coup. Il n'a d'autre choix que d'adopter une stratégie de harcèlement, frappant et se repliant jusqu'à ce que le monstre épuise son mana. Il continue d'esquiver les pics meurtriers de l'ours tout en lui infligeant des dégâts, et lorsqu'il sent que sa capacité de régénération commence à ralentir, Hirushia se prépare à porter le coup final. Mais soudain, l'ours d'argile déclenche une tempête de sable autour de lui. Lorsque la tempête se dissipe, des pics ont également poussé sur son dos. Hirushia le traite aussitôt de hacker, car avec ses nouveaux pics, il ne peut plus utiliser son attaque roulée. Heureusement, après un combat aussi long et l'utilisation répétée de compétences lourdes, l'ours a perdu la majeure partie de son mana. Hirushia décide donc de continuer à l'user encore un peu. Soudain, l'ours arrache son propre bras et le projette violemment vers Hirushia. Celui-ci esquive sans difficulté et remarque que le bras se transforme en argile ordinaire dès qu'il se détache du corps principal. L'ours d'argile continue alors de tirer des pics sur lui, qui se changent eux aussi en argile une fois séparés. C'est à cet instant précis qu'Hirushia il fonce sur l'ours et utilise ses griffes pour lui arracher un bras. Comme d'habitude, celui-ci se transforme en argile. Hirushia la roule rapidement en une boule, puis s'élève dans les airs. Il pense que frapper l'ours d'argile avec une simple compétence de météorite ne suffira pas. Il décide donc d'improviser et met tout le poids de son corps derrière sa technique de météorite. L'attaque parvient à transpercer le corps de l'ours d'argile, et Hirushia gagne 300 points d'expérience, ce qui le fait passer au niveau 33. Il obtient également une compétence appelée casse-noix, en référence à ce qu'il vient de faire. Il est désormais complètement épuisé, mais au moins il a récupéré de l'argile, qu'il utilise pour fabriquer des pots et des jarres. Il construit aussi un four, y place les poteries pour les cuire, puis décide d'aller chercher de quoi dîner en attendant. Il part cueillir des légumes et des champignons et tombe sur un champignon de foudre, nutritif et savoureux, mais doté d'un léger poison paralysant. Hirushia n'étant pas encore résistant à la paralysie, il le jette et remercie Siri, qui a gagné en niveau, de lui fournir des informations plus détaillées. Après cela, il découvre une fleur géante, mais alors qu'il s'apprête à l'analyser, celle-ci l'attaque. Hirushia panique, mais parvient finalement à l'arracher de sa tige, la tuant sur le coup. Siri lui explique qu'il s'agit d'une plante carnivore qui se nourrit d'animaux, mais qu'elle est incapable de digérer le sel et l'accumule dans ses racines. C'est l'objet le plus précieux qu'Hirushia puisse trouver pour améliorer ses repas, et il ramène chez lui le bulbe rempli de sel. Pendant ce temps, Mordizo prie pour Marie et franchit la barrière protégeant le village afin de retrouver Daz. Elle est prête à affronter tous les dangers tant qu'elle peut le retrouver et le ramener sain et sauf, même si elle doute de pouvoir faire confiance à ce vieil ivrogne. Elle se souvient de la façon dont Daz l'a fait chanter pour qu'elle rejoigne son groupe et pense que si elle l'avait arrêté à temps, lui et le vieil homme seraient peut-être encore en vie. Soudain, un monstre vert l'attaque, mais Marie utilise immédiatement une boule de feu pour l'éliminer, se rappelant de rester calme quoi qu'il arrive. De son côté, Hirushia découvre un immense champignon monstrueux capable de marcher et d'attaquer les gens une fois arrivé à maturité, et qui se révèle étonnamment délicieux. Il l'ajoute à sa liste d'ingrédients, puis trouve un autre champignon étrange. Siri lui apprend qu'il s'agit d'un champignon de rang N, extrêmement précieux. S'il est cultivé correctement, il pourrait soutenir l'économie d'un... Hirushia commence à rêver de rouler sur l'or en entendant cela. Mais lorsque Siri lui révèle que ce champignon est une drogue extrêmement puissante, capable de rendre tout le monde dépendant, il change immédiatement d'avis. Il brûle les champignons afin que personne ne tombe dans l'addiction, et son titre de petit héros gagne un niveau. Par la suite, il découvre des baies de poivre à l'état sauvage.
Siri lui explique qu'autrefois, il s'agissait de l'épice la plus recherchée au monde, valant son poids en or. Hirushia récolte aussitôt tout le poivre. Au même moment, Mir s'enfonce profondément dans la forêt, parvenant mystérieusement à éviter les monstres. Elle réalise qu'elle est déjà bien trop avancée dans une zone dangereuse et que continuer plus loin pourrait l'amener à affronter quelque chose bien au-delà de ses capacités. Elle décide donc de rentrer chez elle après avoir une dernière fois observé les abords du village. Plus tard dans la nuit, Hirushia utilise un champignon lumineux pour éclairer sa caverne, puis vérifie les pots qu'il avait mis à cuire. Ils sont parfaitement réussis et il s'en sert pour préparer un ragoût avec les ingrédients récoltés durant la journée. Grâce au sel et aux champignons, le plat est encore plus savoureux et Hirushia commence à parler comme un critique gastronomique, bien qu'il ne connaisse pratiquement rien à la cuisine. Il explique comment le sel fait ressortir les saveurs umami du plat, puis crée des baguettes pour manger, ce qui constitue déjà la méthode la plus compliquée pour se nourrir, même avec des mains humaines plutôt qu'avec des griffes de dragon. Grâce à l'utilisation du sel, son titre de chef passe du niveau 1 au niveau 2. Il remarque soudain que le bol qu'il utilise est un peu difficile pour boire, et qu'il renverse même une partie du ragoût. Il décide alors d'améliorer également ses compétences en poterie et prévoit de fabriquer un nouveau bol ainsi que d'autres ustensiles le lendemain. Il commence même à rêver de recouvrir les parois stériles de la caverne avec des briques d'argile, et Siri lui annonce qu'il a désormais obtenu le titre d'artisan céramiste. Le lendemain, une calèche se dirige vers le village voisin de la forêt, et 2 jolies aventurières en descendent pour enquêter sur les lieux. Elles se demandent si elles peuvent réellement trouver un survivant dans la forêt, mais la guilde leur a confié cette mission et elles doivent l'accomplir. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, Hirushia a commencé à aménager sa caverne avec des meubles en argile. Il chasse les loups et les ramène à la caverne pour les traiter. Un côté entier de la grotte est rempli de la fourrure qu'il a retirée des loups, et Hirushia décide de la faire sécher plus tard, car il doit d'abord assaisonner la viande et la laisser sécher en prévision des saisons froides. Il est plutôt satisfait de ses progrès et pense qu'il commence à s'habituer à ce nouveau monde. Cependant, lorsqu'il sort pour récupérer la viande séchée, il découvre des singes en train de la dévorer. Hirushia entre dans une colère noire et chasse les singes, mais cela lui fait comprendre qu'il doit trouver une solution permanente à ce problème, sous peine de perdre toutes ses réserves de viande. Une idée lui vient alors à l'esprit, et il décide de concocter un poison de très haute qualité, à la manière du grand Walter White, afin d'en enduire la viande séchée et d'éliminer les singes. Alors qu'il parcourt la forêt pour récolter des ingrédients dangereux, Hirushia se rend soudain compte qu'il est désormais capable de distinguer les champignons et les plantes toxiques d'un simple coup d'œil, sans l'aide de Siri. C'est la toute première fois qu'un humain prend le travail d'une IA. Par la suite, il tombe sur un champ de fleurs et décide d'en cueillir quelques-unes pour décorer sa caverne, car il devrait toujours y avoir au moins une chose jolie à contempler dans la vie de chacun. Cependant, tandis qu'il rêve éveillé à une caverne élégante et accueillante, un petit monstre adorable surgit devant lui. Hirushia est surpris et demande immédiatement des informations à Siri. Il apprend que cette mignonne mangouste s'appelle la princesse du poison et que toutes ses compétences sont liées aux toxines. Hirushia est quelque peu terrifié par la créature, mais celle-ci semble tout aussi effrayée et prend la fuite. Soudain, un morceau d'argile tombe non loin de lui, détournant son attention, et profitant de cette ouverture, la princesse du poison le mord avant de s'enfuir à toute. Hirushia ne comprend pas immédiatement sa stratégie, jusqu'à ce que le poison commence à faire effet. Il se sent incroyablement faible et ne peut plus bouger l'épaule où il a été mordu. Siri lui annonce alors que sa compétence de résistance au poison a gagné un niveau. Hirushia réalise que la princesse du poison utilise un poison bien plus puissant que tout ce qu'il a affronté jusqu'à présent, et il perd connaissance tandis que le petit monstre ricane d'un air menaçant. Bonjour à tous. Malheureusement, il y a actuellement un problème avec cette chaîne YouTube. L'image devant vous montre le problème auquel je suis confronté en ce moment. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sur cette chaîne. Ensuite, 2 chaînes vous seront affichées, l'ancienne chaîne et la nouvelle chaîne. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne et le processus sera terminé avec succès. Dès que ce problème sera résolu, je reviendrai sur cette chaîne. Pour que vous ne manquiez pas mes vidéos, j'ai créé une nouvelle chaîne. Veuillez vous abonner à ma nouvelle chaîne pour continuer à voir toutes les prochaines vidéos comme d'habitude. Le contenu restera le même, même meilleur et plus régulier.
Merci beaucoup pour votre soutien. Votre soutien signifie vraiment beaucoup pour moi. Après avoir consulté le système pour comprendre ce qui l'avait frappé, le dragon découvre qu'il s'agissait d'un type de poison spécial, mais la voix divine ne pouvait lui fournir aucune information supplémentaire à ce sujet à son niveau actuel. Ne sachant pas quoi faire, le protagoniste décide d'examiner les informations de la chenille pour voir s'il peut apprendre quelque chose. La voix divine révèle alors que la princesse Lacerta empoisonnée est de rang D, et qu'il s'agit d'une créature sournoise qui empoisonne ses proies, puis s'enfuit, avant de revenir plus tard pour se nourrir de la victime. Le fluide corporel de la princesse peut devenir un antidote à son propre poison, et Lacerta s'en sert pour marchander la vie ou la mort de ses victimes, tandis que lui peut au moins bouger grâce à sa grande résistance au poison. Le dragon prévoit de capturer Lacerta pendant qu'elle attend à proximité qu'il meure, et il voit bientôt qu'elle est en train d'être poursuivie. La chenille se met alors à courir dans le même style que celui que le dragon utilise habituellement, roulant et transformant cela en une poursuite à grande vitesse en direction de la falaise qu'il sait se trouver devant. Puisqu'il l'avait lui-même rencontrée en fuyant cette araignée, au milieu de tout cela, le mini-héros évolue en roulant du niveau 4 au niveau 5, ce qui lui donne suffisamment de confiance pour augmenter sa vitesse, mais soudain, il est frappé par une arme de boue que Lacerta parvient à tirer tout en roulant, ce qui lui paraît absurde. À partir de ce moment, lorsqu'il reprend la poursuite, le jeune dragon de peste doit faire face à un barrage de projectiles de boue qui foncent sur lui. Malgré tout, s'il y a bien une chose que le mini-héros sait faire, c'est rouler. Et grâce à cette compétence, il réussit à manœuvrer entre les projectiles et à percuter la princesse du poison Lacerta, qui finit par tomber vers la falaise, car il ne peut absolument pas perdre son antidote. Le dragon saute pour attraper la chenille en plein air. Le poison endommage son corps et rend ses mouvements et ses réflexes difficiles. Mais avec assez d'efforts, il parvient non seulement à capturer la princesse du poison, mais promet aussi qu'il la sauvera malgré tout ce qu'elle a fait. Après avoir dit cela, le malfaiteur utilise son souffle de bébé vers le bas pour se propulser vers le haut et revenir sur la terre ferme. En revanche, ce qui n'est pas du tout stable, c'est la quantité de poison dans son corps, et ce n'est pas étonnant que le pauvre soit pratiquement en train de mourir. Comme si cela ne suffisait pas, le jeune lézard volant affirme encore que l'important est que Lacerta aille bien, et elle ne lui répond qu'en lui montrant. Quelques heures plus tard, de retour dans la forêt une fois encore à la recherche de sa compagne, Myriam et Lénia ne trouvent toujours aucun indice. Au même moment, Marielle appelle le nom de son amie pour savoir où elle est passée, et en entendant sa voix, la jeune humaine sort des bois pour voir ce qui se passe. L'elfe explique qu'elle s'inquiétait pour Myria, et qu'elle est allée chez elle, mais qu'elle n'y était pas. Alors maintenant, elle veut savoir ce que la jeune fille faisait. Myria répond qu'elle était au lit après s'être sentie un peu malade à cause d'un rhume, mais qu'elle a décidé d'aller se promener dès qu'elle s'est sentie mieux. Marielle lui demande directement si elle n'est pas allée dans la forêt, et elle le nie aussitôt. Bien que suspicieuse, Marielle dit qu'elle croit son amie et l'informe que les aventuriers de la guilde arrivent déjà au village, donc Myria n'a pas à s'inquiéter. Cela dit, l'elfe lui demande un peu d'aide pour faire ses courses, et l'humaine la suit juste derrière, craignant que son mensonge ne soit découvert. De retour auprès du jeune dragon de peste, celui-ci se réveille en sursaut et tente de repasser tous les détails de ce qui lui est arrivé jusqu'à présent. En se souvenant qu'il a été empoisonné, il voit Lacerta juste devant lui et pense qu'elle attendait simplement qu'il meure du poison, mais il remarque vite que ses bras ne sont plus lourds. Alors il demande si la chenille lui a donné l'antidote. Elle hoche la tête et le dragon la saisit avec ses griffes en soulignant que tous les deux ont traversé une bataille intense faite de sang, de sueur et de larmes, ce qui a probablement fait comprendre à la petite qu'ils sont des âmes sœurs. En réalité, maintenant qu'il la regarde de plus près, le mini-héros la trouve même plutôt mignonne. Quand la nuit tombe, il prépare un repas pour sa nouvelle compagne de caverne, et à la façon dont elle mange, elle semble beaucoup aimer. Profitant du moment, le dragon réalise qu'aucun d'eux n'a réellement de nom, puisque jeune dragon de peste et princesse empoisonnée Lacerta ne sont que les noms de leurs espèces. Malgré cela, il conclut qu'ils n'ont pas besoin de nom et décide de continuer à appeler la chenille ainsi. En entendant cela, la chenille s'approche et se blottit contre le visage du dragon. À cause de cela, il lui permet de rester dans la caverne aussi longtemps qu'elle le souhaite. Pendant ce temps, Lacerta aperçoit un bocal rempli de poison créé par le propriétaire de la grotte et commence immédiatement à le manger comme s'il s'agissait d'un repas. Le mini-héros panique,
mais suppose bientôt qu'en mangeant quelque chose de toxique, elle renforce son propre venin. D'ailleurs, le grand gaillard devient curieux du goût, puisque la petite le dévore avec tant d'enthousiasme. Il trempe alors son doigt dans le bocal et met le poison dans sa bouche, ce qui provoque aussitôt de graves effets secondaires dans tout son corps. Toutefois, en récompense, sa résistance au poison augmente du niveau 4 au niveau 5. Le lendemain matin, une meute de loups attaque le jeune dragon de peste et sa nouvelle compagne. Lacerta tire son arme de boue et renverse quelques loups, tandis que son partenaire s'occupe du reste à coups de pied et de poing. La mission accomplie, l'impression qui reste est qu'ils forment une bonne équipe. Ensuite, tous les deux travaillent ensemble pour ramasser quelques noix de coco et profitent d'un goûter l'après-midi, renforçant encore leur lien. À la tombée de la nuit, le dragon est réveillé par la chenille qui frappe sa poitrine avec sa queue pointue, ce qui lui fait penser à quel point c'est dangereux, puisque cette queue reste mortellement venimeuse. À cause de cela, il espère que la petite ne le mordra pas pendant son sommeil, mais suppose qu'elle ne sera plus aussi agitée, puisqu'elle semble déjà s'être rapidement adaptée à sa nouvelle maison. En repensant à tout ce qu'il a accompli, le mini-héros réfléchit que sa vie n'a finalement pas été mauvaise du tout. Un jour plus tard, le duo rassemble du piperesse pour que la chenille y goûte. Mais Lacerta ne semble pas beaucoup apprécier l'odeur et refuse d'en manger, ce que son ami comprend, puisque les assaisonnements ne sont pas faits pour être mangés seuls, de toute façon. En réalité, la petite avait capté l'odeur de quelque chose de bien plus attirant, et lorsqu'elle trouva enfin ce qui lui plaisait tant, ce n'était qu'un champignon à l'apparence et à l'arôme dérangeant. Selon la voix divine, il s'agissait d'un Candidae cadavris, un champignon de rang B qui dégage la puanteur d'un cadavre et contient un puissant poison. Spectacle qui le dégoûta alors qu'il regardait sa compagne. Le jeune dragon de peste n'y tient plus et brûle le champignon avec son feu, ce qui met aussitôt la chenille hors d'elle. Elle le frappe plusieurs fois d'affilée en plein visage. Pour se faire pardonner, le dragon promet de se rattraper en lui offrant une autre plante toxique. Soudain, Lacerta prépare un tir de boue, ce qui fait croire au pauvre dragon qu'il va mourir à cause d'un simple champignon puant. Pourtant, la chenille vise en réalité deux animaux tapis dans un buisson juste derrière eux, les forçant à sortir et révélant leur apparence terrifiante. Ou plutôt, il ne s'agissait que d'une seule créature, une bête semblable à un chien, dotée de 2 têtes, qui glace le sang du dragon lorsqu'il consulte son statut. Cette créature, appelée Twin Heads, possède non seulement des attributs complètement abusés, mais aussi des capacités aux noms terrifiants comme gravité et gravidin. Cela fait aussitôt comprendre au dragon qu'il n'a aucune chance de gagner un combat frontal. Mais le monstre possède également une aptitude nommée Sniff, rendant toute tentative de fuite bien plus difficile. Dans ces conditions, la seule voie possible semble être l'affrontement direct. Après s'être mis d'accord avec la princesse empoisonnée, le lézard ailé fonce sur le Twin Heads afin de créer la diversion parfaite pour que sa partenaire puisse injecter son venin à l'ennemi. Sans hésiter, le dragon se précipite pour asséner un coup de poing à l'une des têtes, tandis que Lacerta se cache au sommet d'un arbre. Cependant, l'autre tête protège la première avec une force brute, tandis que celle qui est protégée semble adopter un style de combat différent, formant un cercle magique près de sa bouche. La tête bleue génère alors un champ gravitationnel au-dessus de l'adversaire, le plaquant au sol. Cela crée de sérieux problèmes pour le dragon, incapable de bouger et devenu une cible facile. Mais au moment même où le Twin Heads s'apprête à l'attaquer, la princesse du poison tire de la boue sur eux, neutralisant le pouvoir gravitationnel qui retenait le protagoniste. À présent libre, le monstre ailé riposte avec une déflagration de feu dévastatrice. Pourtant, la tête bleue parvient à régénérer les dégâts grâce à la magie, révélant clairement que la tête brune en colère inflige des dégâts physiques, tandis que la tête bleue mélancolique inflige des dégâts magiques. Le dragon aperçoit la tête bleue en train de préparer un cercle magique bien plus grand que les précédents, signe évident qu'elle s'apprête à utiliser cette technique appelée Gravidan, chose qu'il ne peut absolument pas laisser se produire. Sans hésiter, le mini-héros se met à courir aussi vite que possible vers l'ennemi pour empêcher le pire. Son approche téméraire lui vaut d'être mordu par la tête brune, mais au même instant, il parvient à asséner un coup de poing en plein visage de la tête bleue. Cette ouverture est exactement ce qu'attendait Lacerta. Elle surgit et plante ses crocs dans le cou de la tête bleue. Le venin se répand rapidement, tandis que celle-ci fait tout son possible pour neutraliser l'effet.
Cependant, voyant ses points d'envie chuter à toute vitesse et la mort devenir inévitable, la tête brune prend une décision radicale. Elle arrache sa jumelle d'une morsure pour empêcher la toxine de l'atteindre. Devant ce spectacle d'horreur, le jeune dragon de peste se promet de ne jamais évoluer en une créature à 2 têtes. En analysant le statut du monstre, le lézard ailé suppose que le chien restant ne pourra plus utiliser de magie, jusqu'à ce qu'il remarque une capacité appelée sacrifice. À cet instant, la tête bleue, pourtant sectionnée, s'élance droit vers la princesse du poison et manque de l'avaler tout entière, sauvée seulement par l'agilité exceptionnelle de la chenille. Malgré cela, la tête coupée continue de la poursuivre d'une façon terrifiante. Lorsque le dragon tente d'intervenir, il est stoppé par le chien brun qui se dresse devant lui, comme pour décider lequel des deux sortira vivant. Sachant qu'il doit en finir vite pour aider sa compagne, le mini-héros se jette dans l'affrontement et, après un bref échange de coups, prend l'avantage. Il utilise alors sa technique casse-noix sur le chien, l'anéantissant net tout en faisant passer la compétence au niveau 2. Sans perdre une seconde, il se tourne vers son ami et, fonçant pour la retrouver à la vitesse de sa roulade, il repense au fait qu'ils ne se connaissent que depuis quelques jours, mais qu'ils ont déjà traversé tant d'épreuves ensemble. En réalité, la vérité est simple. La princesse du poison Lacerta est la seule amie que ce dragon possède au monde. C'est pourquoi, en chemin, le monstre remarque une flaque de sang et commence à paniquer en ne trouvant son compagnon nulle part. Soudain, Lacerta sort d'un buisson, gravement blessé. La tête bleue réapparaît alors, fonçant à une vitesse terrifiante pour attaquer de nouveau la chenille. Mais le dragon l'intercepte avec une rafale de coups de poing qui réduit définitivement ce qu'il restait du chien en une masse informe, comme de la pâte à pizza. Sans réfléchir, le monstre ailé accourt vers son ami et exprime combien il est heureux de voir que Lacerta est encore en vie. Au même moment, le dragon reçoit 234 points d'expérience et s'agace contre la voix divine, car il se moque bien de monter de niveau à cet instant. Cependant, il entend soudain le système annoncer qu'il a acquis la compétence transformation humaine. Pendant ce temps, du côté des humains, Myria Mélenia rejoint Marielle pour lui dire qu'elle a nettoyé l'entrée et le couloir. Comme ce village ne reçoit jamais de visiteurs, Myria avoue être curieuse de savoir à quoi ressemblent ces gens, et Marielle lui assure qu'elle le découvrira bientôt. La jeune femme remarque que le livre devant son ami paraît très ancien. L'elfe explique qu'il parle des monstres, pensant que cela pourrait lui plaire. Elle l'a emprunté à la bibliothèque. Vraiment intéressée, Myria l'ouvre sur une page où est dessiné le ver d'ombre, mais la description est rédigée dans une langue qu'elle ne sait pas lire. Selon Marielle, il s'agit d'un texte très ancien qui décrit le rang des monstres, lequel est, dans ce cas, F, ce qui signifie que même Myria serait capable de le vaincre. En revanche, les choses changent lorsqu'il s'agit de créatures de rang D, qui exigent un véritable entraînement d'aventurier avant de pouvoir être battus. Plus loin encore, les monstres de rang B et au-dessus sont évidemment extrêmement dangereux, si bien que seuls des héros ou des saints peuvent leur tenir tête. Pendant ce temps, les 2 aventuriers envoyés en mission se rapprochent de plus en plus du village. Dans le livre, Myria aperçoit l'illustration d'un dragon de pierre, le monstre responsable de tous les problèmes auxquels elle fait face aujourd'hui. Lorsqu'elle pose la question, Marielle répond que ce dragon est de rang C, mais qu'elle a entendu dire que ce type de créature peut devenir plus puissant en évoluant. Il ne fait aucun doute qu'il pourrait facilement tuer n'importe quel humain ordinaire, et c'est pourquoi l'ancien répète toujours à tout le monde de ne pas s'aventurer dans la forêt. À cet instant précis, les aventuriers envoyés ouvrent la porte. Bonjour à tous. Malheureusement, il y a actuellement un problème avec cette chaîne YouTube. L'image devant vous montre le problème auquel je suis confrontée en ce moment. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sur cette chaîne. Ensuite, 2 chaînes vous seront affichées, l'ancienne chaîne et la nouvelle chaîne. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne et le processus sera terminé avec succès. Dès que ce problème sera résolu, je reviendrai sur cette chaîne. Pour que vous ne manquiez pas mes vidéos, j'ai créé une nouvelle chaîne. Veuillez vous abonner à ma nouvelle chaîne pour continuer à voir toutes les prochaines vidéos comme d'habitude. Le contenu restera le même meilleur et plus régulier. Merci beaucoup pour votre soutien. Votre soutien signifie vraiment beaucoup pour moi. Peu de temps auparavant, Yuno avait demandé à Lady Meltia pourquoi elle avait accepté une mission de rang C alors qu'elle était avec elle,
puisque c'était assez difficile et qu'elles auraient dû attendre l'arrivée des autres membres. Cependant, Meltia répondit qu'en réalité cela devenait encore plus facile si elle n'avait que sa partenaire actuelle avec elle, car ainsi elle pourrait s'enfuir si la situation devenait trop dangereuse. Yuno n'était pas très confiante quant à sa capacité à s'échapper et demanda si sa partenaire pensait qu'elle pouvait le faire parce qu'elle était à moitié chien ou quelque chose de pire. Elle se demanda même si elle la laisserait mourir en servant d'appât pendant que l'autre prendrait la fuite. Meltia répondit qu'elle plaisantait, car même s'il s'agissait d'une mission de rang C, il n'était pas question de tuer des monstres, mais seulement d'enquêter dans la forêt, donc cela ne devrait rien avoir de bien grave. Enfin, Yuno lui rappela qu'elle cherchait quelqu'un qui était censé être mort, ou quelque chose dans ce genre. Peu après, le duo trouva la maison qu'elle devait localiser, et, selon le rapport, elle devait simplement ouvrir la porte en arrivant. C'est donc ce qu'elles firent. Résultat, les deux se retrouvèrent assises à la table de Marielle. Meltia fit même remarquer qu'il n'était pas courant de trouver des elfes dans un village humain. Marielle la corrigea en disant qu'elle était en réalité une demi-elfe, pour être plus précise. Servie par Myria, elle demanda à la jeune fille d'aller faire une petite promenade et, une fois celle-ci partie, la demi-elfe expliqua qu'elle ne voulait pas que la jeune fille entende les détails de la mission. Meltia voulut savoir qui était cette personne supposément morte qu'elle cherchait, et l'hôtesse expliqua qu'il s'agissait d'un habitant nommé Daz, qui était parti avec cette femme qui venait de sortir, dans un trio ayant combattu un dragon de terre. Après avoir appris ces détails, les aventurières sortirent pour enquêter, et Yuno n'apprécia pas la façon étrange dont Myria les fixait pendant leur départ. Quelques minutes plus tôt, Marielle avait expliqué que Myria se sentait responsable de la mort de Daz et qu'elle soupçonnait la jeune fille de se rendre de temps en temps dans la forêt pour le chercher, ce qui était extrêmement dangereux pour elle seule. C'est pourquoi la demi-elfe voulait que les aventurières résolvent cette affaire rapidement et y mettent un terme une bonne fois pour toutes. En relisant les informations de mission aux côtés de sa partenaire, Meltia souligna que l'idéal serait de retrouver le corps de cet homme nommé Daz, mais que, dans le pire des cas, elle pourrait ne rien trouver et simplement signaler qu'aucun indice n'avait été découvert, ce qui clôturerait malgré tout l'affaire, même sans conclusion définitive. En fin d'après-midi, le dragon pestiféré recouvre le corps de Lacerta de quelques herbes médicinales afin qu'elle puisse se rétablir à l'intérieur de la grotte. Pendant qu'elle dort, il sort pour tester son nouveau statut après être encore monté de niveau, en particulier la compétence dont il a toujours rêvé, celle qui transformera enfin le monstre en véritable humain. D'ailleurs, le dragon jette un dernier coup d'œil à la fenêtre de ses capacités pour vérifier qu'elle est toujours là. Imaginant qu'il serait attaqué par la chenille venimeuse s'il se transformait en homme près de la grotte, il s'éloigne le plus possible tout en prétendant qu'il n'a absolument aucune envie de retourner dans ce village ni de revoir Myria. Cependant, il finit par se l'avouer à lui-même, se lamentant d'avoir obtenu cette aptitude précisément maintenant, alors qu'il commençait à accepter qu'il vivrait sans elle. Quoi qu'il en soit, la vraie question est de savoir ce qu'il fera s'il devient réellement humain. Car il ne veut certainement pas être séparé de Lacerta ni de la grotte, tandis qu'en même temps, il serait agréable de vivre dans un village humain. Dans ce cas, le mini-héros se dit qu'il serait peut-être intéressant d'essayer de vivre aux deux endroits, en alternant 3 jours dans chacun. Après tout, gagner la confiance des humains serait incroyable, et le jeune dragon pestiféré a hâte de voir s'il deviendrait un bel homme, ou peut-être même une belle femme. Pourquoi pas? L'important serait de contempler son propre reflet dans la rivière toute la journée. Incapable d'attendre plus longtemps, le lézard ailé active sa capacité de transformation et sent une réaction envahissante et douloureuse envahir son corps, tordant et remodelant ses membres en une forme pour le moins douteuse. C'est-à-dire que cela ressemble un peu plus à un humain, peut-être, mais d'une manière ou d'une autre encore plus grotesque que la précédente, ce qui laisse le pauvre dragon complètement frustré, comme si cela ne suffisait pas. Comme toujours, la voix divine affirme qu'elle ne peut pas révéler d'informations à ce sujet au niveau actuel du sujet, et il commence à perdre totalement son sang-froid devant toutes ces bizarreries. Il vérifie alors son statut et constate que son attaque et sa défense ont été réduites de moitié, tandis que ses points de mana diminuent très rapidement. Fatigué de ces absurdités, le pauvre... En même temps, le duo d'aventurières transpire à grosses gouttes pour venir à bout d'une araignée géante dans la forêt. À mesure que le temps passe,
l'obscurité de la nuit commence à envahir les alentours, ce qui rend Yuno quelque peu inquiète. Les deux décident qu'il vaut mieux mettre fin à l'enquête pour aujourd'hui, mais elles tombent alors sur une grotte suspecte en chemin, car à l'intérieur se trouvaient d'étranges statues représentant probablement un dragon et un humain. Yuno imagine qu'il pourrait s'agir d'un sanctuaire appartenant à des adorateurs de dragons, mais Meltia ne pense pas qu'il existe des gens comme ça dans le village. Elle observe que ces figures sont imprégnées d'une puissante magie, tandis que sa partenaire utilise son odorat aiguisé pour détecter l'odeur de lanières de viande suspendues à l'extérieur de la grotte. Vu la situation, Meltia décide d'enquêter à l'intérieur et y trouve des ustensiles qui pourraient facilement appartenir à une habitation humaine. Et la grotte est incroyablement éclairée par des champignons lumineux sur les murs. Dans un énorme bocal est conservée une grande quantité d'assaisonnement bien connu. Yuno pense à emporter un peu de cette rareté chez elle, mais l'humaine s'y oppose totalement, car l'endroit ressemble plutôt à une cachette de bandits, et il vaut mieux ne laisser aucune trace derrière elle. Justement, le duo est pris sur le fait par Lacerta, qui s'était réveillée et les fixait maintenant comme un chien de garde. Cependant, la chenille semble abandonnée après s'être retournée puis avoir disparu, tandis que Meltia explique que cette créature est connue sous le nom de princesse du poison, et ce n'est pas sans raison. Pour cette raison, l'humaine ne souhaite rien d'autre que sortir de là le plus vite possible. Pendant ce temps, à l'extérieur, le dragon pestiféré est plongé dans ses pensées jusqu'à ce que Lacerta l'alerte pour une raison quelconque. En réalité, le dragon sait déjà de quoi il s'agit, puisqu'il a vu les deux intruses entrer dans la grotte, et il s'attend à ce qu'elles soient toutes les deux émerveillées par la décoration de première classe qu'il a lui-même réalisée dans son humble demeure. Honnêtement, il avait envie d'apparaître et de tout leur raconter sur la manière dont il a aménagé sa petite maison, mais il revient vite à la réalité et se rappelle qu'il n'est rien de plus qu'un monstre, et que sa présence provoquerait une énorme agitation. Puisque c'est le cas, le dragon pestiféré ne voit d'autre choix que d'utiliser à nouveau sa compétence de transformation humaine. Après tout, étant donné qu'il existe des semi-humains dans ce monde, comme cette fille chien, peut-être qu'elle ne serait pas si choquée et qu'elle pourrait même interagir avec lui normalement. Ainsi, le mini-héros prend sa supposée forme humaine et fait doucement signe de la main aux deux femmes, qui répondent avec une expression d'horreur totale sur le visage. Immédiatement, Meltia crie à Yuno de ne pas avoir peur, alors la demi-humaine cesse de trembler et assène un coup de marteau direct dans la bouche du dragon. Juste après, Meltia utilise sa compétence Lucène Luna pour neutraliser définitivement l'ennemi, le reconnaissant comme un dragon pestiféré. Comme elle n'a plus de points de mana, elle appelle sa partenaire afin qu'elle puisse battre en retraite. Le dragon fait tout son possible pour les retenir, mais évidemment la stratégie échoue, laissant le pauvre type seul une fois de plus. Ou plutôt, il lui reste toujours la chère Lacerta à ses côtés, qui lui tapote gentiment pour le consoler de n'avoir pas réussi à se faire de nouvelles amies. Après avoir couru un véritable petit marathon sans regarder en arrière, Meltia et Yuno s'arrêtent enfin pour reprendre leur souffle et analyser la situation afin de décider quoi faire ensuite. Étant donné qu'un dragon de terre et un dragon pestiféré vivent dans cette forêt, il n'y a aucun moyen pour elles de s'y promener en sécurité sans chercher des renforts, car en vérité cet endroit est extrêmement dangereux. Le mieux est donc de se retirer discrètement et de revenir avec plus de monde. À l'aube, le jeune dragon pestiféré quitte sa grotte après une bonne nuit de sommeil. Malgré la raclée qu'il a reçue seulement quelques heures plus tôt, il se dirige vers les lanières de viande qui sèchent sur le support et en attrape une pour le petit déjeuner, ayant l'impression que son corps s'est déjà remis de l'étrange aventure de la veille. Ironiquement, même si la journée avait été marquée par la transformation humaine dont il rêvait depuis si longtemps. La vérité, c'est que tout cela s'est finalement transformé en un véritable fiasco. À présent, pour compenser la mauvaise passe qu'il vient de traverser, le dragon décide de préparer une vengeance bien planifiée afin de se remonter le moral. Il se rend donc auprès de la princesse du poison et lui explique que de stupides singes rôdent constamment autour de la grotte et volent sa nourriture. Il serait donc bon que sa partenaire empoisonne la viande à l'extérieur pour que ces simiens apprennent la dernière leçon de leur vie. Mais il faut que ce soit un bon poison, sans odeur ni couleur, qui ne soit pas trop évident. En entendant cela, Lacerta se dirige vers un bocal vide et y crache une substance visqueuse, sans odeur et sans couleur. Avec un poison d'une telle qualité entre les mains,
le dragon pestiféré les frotte l'une contre l'autre en imaginant les singes tomber morts au sol. Il imbibe alors la viande à l'extérieur de la grotte avec ce liquide mortel et attend patiemment que ces misérables apparaissent. Les heures passent, jusqu'à ce que le dragon distrait entende des cris de singes près du support à viande. En réalité, des moustiques avaient été attirés par la lumière de la lanterne, et à présent, l'un d'eux bavait et se tordait au sol, tandis que ses entrailles se liquéfiaient dans une convulsion peu reluisante. Ne voulant pas laisser passer cette occasion, le dragon bondit hors de sa cachette et se rue sur les singes restants, frappant chacun d'eux sans la moindre pitié. Cependant, malgré la raclée initiale, le trio de singes encore debout était prêt à se battre. Après tout, le dragon est grand, mais il n'est pas trois. Cela dit, il n'est pas seul non plus, car le dragon pestiféré appelle sa partenaire chenille afin qu'elle surprenne les singes avec ses projectiles à longue portée, les abattant un par un sous un tir nourri. Mais le combat n'était pas terminé, loin de là, puisqu'ils étaient encore en vie. Les singes se regroupent et sifflent à l'unisson, et le son qui en émane est assourdissant. Soudain, un singe gigantesque surgit de la forêt, une véritable brute, un gorille sous stéroïdes. Déjà métaphoriquement terrifié, le dragon pestiféré consulte la fenêtre de statue de son rival et découvre qu'il s'agit d'un orang-grand géant. Non seulement il est puissant, mais il possède aussi une compétence qui renforce ses alliés, ce qui lui fait comprendre qu'il doit en finir rapidement. Le dragon crache du feu en direction du singe alpha, mais celui-ci est protégé par le trio plus petit qui, d'une manière ou d'une autre en agissant ensemble, élève une barrière de terre qui absorbe les flammes. À partir de cet instant, les simiens sont entièrement renforcés et prêts à attaquer, et ils le font rapidement, montrant qu'ils sont clairement d'un niveau supérieur à celui d'il y a quelques instants, compliquant sérieusement la vie du dragon. Lorsque l'orang-grand géant s'approche, Lacerta se jette sur lui avec une attaque roulée, mais finit capturée et projetée contre un arbre, obligeant le dragon à la sauver au dernier moment en voyant qu'elle est en mauvaise posture. Le lézard ailé la dépose au sol et se rend compte que la situation devient critique. N'ayant aucune idée de la manière de renverser la situation, il demande à la voix divine une analyse du singe géant. La voix répond que l'orang-grand géant est une créature de rang Deeps, une forme évoluée de l'orang-grand qui a gagné des niveaux et est devenu le chef après avoir vaincu l'ancien alpha de sa troupe, puisque l'évolution par le combat est sacrée pour cette race spécialisée dans les sorts de soutien pour le groupe. À cet instant, le jeune dragon pestiféré se souvient que la fenêtre de statue de l'orang-grand géant mentionnait une compétence de télépathie. Il y a donc peut-être un moyen de négocier avec lui. Sur ce, le dragon prend le singe empoisonné en otage et déclare clairement que le petit mourra s'il n'est pas écouté immédiatement. Cela pousse le singe alpha à entrer en contact avec lui par télépathie pour négocier. Le dragon explique alors que le jeune simien mourra du poison, à moins que la chenille noire ne produise l'antidote, ce qu'elle ne fera que si on les laisse tranquilles. En réponse, le chef ennemi affirme que ce duo est devenu une menace trop grande pour être ignorée et qu'il vaut mieux les éliminer sur le champ, même si des sacrifices sont nécessaires. Le dragon réplique que, s'il se bat à fond contre eux, personne ne survivra pour raconter ce qui s'est passé. Alors, le chef orang-grand lui enseigne la voie suprême de son clan, abandonner les faibles et les laisser mourir. Pour prouver qu'il ne bluffe pas, il affirme avoir tué son propre ancêtre pour accéder au trône. Voyant que cette négociation ne mène nulle part, le dragon pestiféré profite des croyances des orang-grands pour défier leur alpha en duel. Dans le monde des orang-grands, les duels n'ont lieu que lors de conflits entre clans ou lorsqu'un alpha est surpassé. Dans ce cas, le duel impliquerait une nouvelle espèce, mais le singe estime que ce n'est pas un problème étant donné le véritable différend entre lui et le dragon pestiféré. Ainsi, l'orang-grand accepte le défi, car ce conflit constitue, selon leur tradition, un rituel sacré. Tout étant décidé, Lacerta retire le venin du singe infecté et lui sauve la vie, mais elle est aussitôt, selon eux, c'était pour s'assurer que la chenille respecte les règles du duel, mais elle serait libérée dès que tout serait terminé. Les deux rivaux furent alors placés face à face, et le jeune dragon de la peste pensa que c'était une bonne décision de se retrouver en un contre le chef ennemi, mais malgré cela, ce type était couvert de bonus et ne serait pas facile à vaincre. Le combat commença lorsque l'orang-grand bondit et frappa le dragon, qui se protégea avec ses bras.
Un second coup l'envoya valser au loin, sans toutefois lui infliger de dégâts considérables. Le troisième projeta encore une fois le lézard à plusieurs mètres, si bien qu'il décida de prendre ses distances en roulant, ce qui sembla vexer son adversaire, insulté par cette fuite. Le gigantesque Orengrand se mit à le poursuivre furieusement, jusqu'à ce que le dragon se retourne à mi-course et attaque par surprise d'un puissant coup de queue qui fit perdre l'équilibre au singe, ouvrant sa garde et permettant une série de frappes consécutives. Infligeant un malus de confusion à l'Orengrand, le dragon tenta de saisir l'occasion pour en finir, mais le singe, consumé par la rage, s'embrasa et brûla une quantité absurde de PM pour augmenter son agilité, atteignant une vitesse irrésistible. À partir de cet instant, le dragon de la peste commença à encaisser une raclée comme jamais auparavant. Malgré tout, dès qu'il parvenait à prendre un peu de distance, il essayait de s'insinuer dans l'esprit de l'ennemi en bombant le torse et en le traitant de lâche pour ne pas foncer. Ayant mordu à l'hameçon, l'Orengrand chargea son adversaire, et le dragon fit de même. Les deux entamèrent alors une bagarre brutale qui fit trembler toute la forêt. Après une longue série d'échanges, ils avaient l'air d'avoir été écrasés par un tracteur. À la limite de son endurance physique, le mini-héros réussit à placer un Dragon Punch sur son rival, faisant évoluer l'attaque au niveau 3, ce qui lui fit croire qu'il venait de sceller sa victoire. Cependant, l'Orengrand riposta d'un coup solide au menton, lui infligeant un écran bleu. Malgré cela, alors qu'il sombrait lentement dans l'inconscience, le monstre ailé évolua du niveau 37 au niveau 39, obtenant le titre de chef de clan. Quand il se réveille, le dragon réalise lentement que non seulement son fidèle partenaire est sain et sauf, mais qu'il est aussi revenu dans sa grotte habituelle, sa maison, et que, pour une raison inconnue, il a même gagné un niveau. Face à l'étrangeté de la situation, il ne peut que tenter de deviner pourquoi il s'est retrouvé ici, supposant que c'est probablement parce qu'il a encaissé un coup particulièrement violent. Il envisage même la possibilité que la chenille l'ait ramené. Mais, en y réfléchissant plus lucidement, il est évident qu'elle n'aurait jamais la force de transporter un colosse comme lui. C'est alors que le dragon regarde devant lui et remarque 4 orangurans debout, adoptant une posture étrangement joyeuse, comme s'ils le vénéraient. Le mini-héros, cependant, n'est pas du genre à interpréter une intrusion de façon positive, alors il suppose d'abord que ces singes sont venus venger leur chef. Mais en observant plus calmement leur comportement, il devient clair qu'ils traitent le dragon de la peste comme leur véritable boss, quelle qu'en soit la raison. Partant de là, le lézard vérifie son statut et confirme ce qu'il soupçonnait. Chef de clan. Ce qui ne peut signifier qu'une chose, il a vaincu l'alpha des singes, et il le considère désormais comme leur nouveau chef. La princesse du poison, elle, fait déjà comprendre qu'elle ne fait pas confiance à ces types. Son amie, en revanche, voilà une excellente occasion d'obtenir un peu de main-d'œuvre supplémentaire pour améliorer sa demeure et s'occuper des tâches les plus pénibles. Quand il sort de la grotte, le grand chef découvre une montagne de fruits qui l'attend, tous apportés par ses subordonnés loyaux. Satisfait de leur initiative, le mini-héros autorise les orangurans à manger la viande qui séchait dehors. Justement, comme tout a été dévoré à cause de l'appétit sans fin de la troupe, ils vont devoir préparer davantage de viande séchée pour leur réserve. Plus tard, le dragon cuisine dans un bocal et remarque qu'un des singes l'observe avec curiosité. Comme le petit semble affamé et intéressé par le processus, cela paraît être le moment idéal pour lui apprendre à cuisiner lui-même. De cette façon, le grand gaillard n'aura plus à s'en occuper lui-même et, avec le temps, il pourra peut-être simplement se détendre chez lui, les pieds en l'air. Ainsi, le chef enseigne à l'orangurant les étapes en cuisine. D'abord couper la viande, puis la placer dans un bocal et l'assaisonner. Ensuite, bien mélanger les épices avec la nourriture et enfin, laisser reposer. Après avoir montré le procédé étape par étape, le dragon est satisfait de ses talents de pédagogue, mais quelque chose cloche clairement. Et en effet, la princesse du poison, Lacerta, est dans une rage noire. Elle ne cherche même pas à le cacher, défilant dans la grotte avec son irritation évidente, sans donner la moindre explication. Mettant cela de côté, le mini-héros prévoit de confier la gestion de la viande séchée aux orangurans, mais il commence à s'inquiéter. Si toutes les tâches finissent entre les mains des singes, il n'aura plus rien à faire. De plus, avec 4 compagnons supplémentaires dans la grotte, il est évident qu'il faudra davantage de provisions, ce qui pourrait devenir un nouveau casse-tête. Quoi qu'il en soit, la priorité est d'obtenir plus de bocaux pour stocker la nourriture,
et c'est précisément pour cela que le dragon sort en fabriquer. Une fois dehors, un autre singe semble très intrigué par la façon dont le lézard modèle l'argile. Le dragon lui donne donc une chance d'apprendre. En regardant le statut de l'animal, l'une de ses compétences s'appelle littéralement agile, ce qui suggère qu'il possède déjà une certaine technique pour ce genre de travail, sans parler de leurs longs doigts fins de primate, parfaits pour la poterie. Après avoir terminé le bocal qu'il fabriquait et montré chaque étape à l'orangurant, il lui laisse le prochain pot entre les mains et sort prendre un peu l'air. Là, il découvre la princesse du poison en train de frapper au hasard un bloc d'argile, ce qui révèle clairement son intérêt pour la poterie, surtout quand elle rougit de gêne en réalisant qu'elle a été surprise en train de le faire. Ensuite, le dragon de la peste remet à 2 orangurans des outils fabriqués en argile de Barroso, des marteaux extrêmement solides que les ouvriers utiliseront pour briser les parois et agrandir la grotte. Pendant ce temps, à chaque interaction que son ami entretient avec ses nouveaux venus, Lacerta devient de plus en plus visiblement irritée. Dans une taverne du village, Yuno et Melcha attendent le reste de leur groupe, Daz et Romina, qui ont sans doute déjà reçu l'invocation, mais doivent terminer un travail avant d'arriver. En parlant de travail, la fille bête se remémore avec une certaine crainte le dragon de la peste qu'ils ont rencontré dans cette grotte isolée de la forêt. Et l'humaine comprend bien qu'il s'agit là d'un signe supplémentaire que la région traverse une période compliquée, une situation qu'elles doivent comprendre avant qu'elle n'empire. À l'inverse, s'il y a bien quelqu'un qui a l'impression que les choses s'améliorent, c'est ironiquement le dragon de la peste lui-même. À l'aube du lendemain, Lacerta le réveille en catastrophe. Il croit d'abord qu'un intrus s'est introduit dans la grotte, mais le vrai danger se trouvait à l'intérieur depuis le début. Ou plutôt, ce n'était même pas un danger. C'étaient simplement les orangurans, endormis, accrochés à leur chef comme à un arbre couvert de branches, l'empêchant totalement de bouger. Après plusieurs tentatives pour se libérer, le chef abandonne et se rendort, ce qui rend la chenille furieuse. Quelques instants plus tard, les 4 singes se lèvent, mais seulement pour aider l'un d'entre eux, mortellement empoisonné et n'ayant plus que quelques secondes à vivre. Le dragon tourne aussitôt son regard vers Lacerta, et la petite fille ne prend même pas la peine de cacher le sourire satisfait sur son visage, comme si elle envoyait la pauvre créature à sa perte, avant qu'il ne la convainque finalement d'appliquer l'antidote. Le dragon de la peste commence alors à comprendre. Elle est frustrée de ne plus recevoir autant d'attention qu'avant, un peu comme une grande sœur jalouse du nouveau-né qui lui vole la vedette. Pour arranger la situation, le chef de la maisonnée propose donc d'aller chasser afin... Pendant ce temps, à la lisière du village près de la forêt, Myria ne peut plus supporter l'angoisse d'attendre le retour de Daz. Des jours ont passé depuis que les aventuriers sont partis à sa recherche, mais aucune nouvelle n'a été trouvée jusqu'à présent, ce qui laisse la jeune femme de plus en plus bouleversée et incapable d'accepter la situation. Finalement, elle décide une bonne fois pour toutes de reprendre elle-même les recherches de son ancien compagnon. Du côté du dragon de la peste, il pense avec joie qu'il n'est plus qu'à un niveau d'évoluer à nouveau. Aujourd'hui est le jour où il y parviendra enfin, et il est impatient de voir à quel point il deviendra puissant, surtout maintenant que cette force est importante pour maintenir la grotte fonctionnelle avec davantage d'habitants. En revanche, Lacerta ne semble pas heureuse du tout, malgré les efforts de son partenaire. C'est probablement parce que les orangurans ont été invités à la chasse, et ils sont loin d'être intelligents, se frappant sans cesse entre eux avec les outils de Barroso. Le dragon voulait observer comment ces types se débrouillaient en situation de combat, et cela accélérerait aussi le farm d'XP dont il a besoin pour évoluer. Mais Lacerta n'a rien voulu entendre et s'est contenté d'avancer devant. Son compagnon a tenté de l'appeler, mais le fait qu'il ne parle pas la même langue reste un obstacle. Soudain, Lacerta ressent la présence de créatures tapies à proximité. Effectivement, 2 grands loups de forêt apparaissent, et le dragon de la peste y voit une excellente occasion de s'échauffer pour le reste de la journée. Cependant, les orangurans foncent droit sur les loups et écrasent leurs marteaux sur eux, et cette intervention devient la goutte de trop pour Lacerta, qui décide maintenant de partir pour de bon. Pendant ce temps, Myria n'a toujours pas de chance et ne trouve aucun indice sur son ancien coéquipier. Elle s'est aventurée dans une zone dangereuse de la forêt et sait qu'elle devrait faire demi-tour, mais l'apparition soudaine d'une silhouette ressemblant à Daz capte toute son attention. Cela ressemblait à une version zombifiée de l'homme, mais submergée par l'anxiété et la culpabilité liées à sa disparition, Myria ne réfléchit pas et s'approche trop près.
Alors, à proximité, le dragon de la peste tente de s'excuser auprès de la princesse Poison. Mais voyant qu'il est inutile d'essayer de justifier la présence des orangs-grands, il lui propose une chasse rien que tous les deux, sans personne d'autre. À sa réaction affectueuse, il devient évident ce que la petite chenille pense de cette invitation. Sa bonne humeur retrouvée, le dragon en profite pour lui faire comprendre quelle est la chose la plus importante dans sa vie, et que cela ne changera jamais. Mais soudain, un cri de femme résonne au loin, et le mini-héros reconnaît immédiatement la voix de Myrrha. Elle est clairement en danger quelque part à proximité. Désespéré de lui venir en aide, il hésite un instant, se demandant s'il n'y aurait pas d'autres humains avec elle. Si c'était le cas, il pourrait encore subir leurs attaques, comme cela arrive souvent. Malgré tout, le dragon dépasse sa peur et fonce vers la jeune femme en utilisant sa roulade ultra rapide. Bien qu'il ait dit à la princesse Poison de rester en arrière, elle refuse et le suit. Le mini-héros accélère pour tenter de la semer, inquiet qu'elle ne soit blessée dans un combat potentiel. Pendant ce temps, Myrrha fonce droit vers un rocher sur le chemin, incapable de contrôler sa vitesse ni sa trajectoire. Lacerta percute la pierre de plein fouet. Son ami se précipite pour l'aider, mais voyant qu'elle possède encore beaucoup de points de vie, il décide de donner la priorité à Myrrha et reprend sa course. Avant qu'il ne parte, Lacerta s'accroche à sa queue, ce qui le fait hésiter un instant. Mais comme l'humaine est peut-être en grave danger, il maintient sa décision. Son niveau de mini-héros passe de 2 à 3 et son niveau de malfaiteur de 3 à 4. Ignorant tout cela, le dragon de la peste continue de rouler à pleine vitesse. Pendant ce temps, Myrrha est de plus en plus encerclée par des créatures canines qui n'ont rien d'amical. Alors que l'une d'elles s'approche assez près pour bondir sur elle, le mini-héros arrive juste à temps pour repousser le prédateur, se plaçant devant l'humaine pour la protéger. Le dragon analyse les ennemis grâce à la voix divine et découvre qu'il fait face à un groupe de D-Wolves, des subordonnés des Maha-Wolves, qui utilisent un troisième œil sur leur front pour partager leur vision avec le reste de la meute. Ce qui en fait d'excellents chasseurs en meute, et il s'attend à en voir arriver davantage à cause de cette capacité agaçante. Le dragon tente de consulter leurs statistiques, mais en est empêché à cause de son faible niveau. Pour aggraver les choses, leur fenêtre de statut tremblait d'une façon étrange. Ce qui inquiète profondément le lézard ailé. Quoi qu'il en soit, le combat commence pleinement lorsque la meute attaque ensemble. Le dragon abat celui de devant avec son souffle de bébé et écrase les deux autres d'un coup de corps précis. Derrière lui, Myrrha observe avec un mélange de peur et d'admiration cette silhouette imposante et imprévisible qui, en vérité, n'était qu'un petit idiot un peu maladroit qui voulait désespérément devenir son ami. De son côté, le dragon de la peste finit par libérer un peu de poussière toxique en battant des ailes pendant le combat. Bien qu'elle semble aller bien, il essaie même de vérifier son état en s'approchant d'elle avec une patte levée. Mais Myrrha réagit avec une peur sincère et lui dit de reculer, ce qui blesse réellement les sentiments du pauvre dragon, car il n'a toujours pas réalisé à quel point il paraît menaçant. Comme d'habitude, la voix divine annonce que le monstre a gagné suffisamment de points pour évoluer vers sa prochaine forme, et tout cela se produit sous les yeux de Myrrha, qui ne le quitte pas du regard. Elle ne comprenait pas pourquoi la créature faisait une scène aussi bizarre, mais d'une certaine manière, peut-être à cause de sa façon de bouger, elle se souvint du bébé dragon qui l'avait autrefois protégée. Avec cette étincelle de souvenir, elle se lève et tente de communiquer avec la créature, comme si elle appartenait à la même espèce. Le dragon réalise qu'elle essaie d'imiter la manière dont lui-même avait autrefois tenté de saluer le groupe d'aventuriers, et ainsi, les deux tombent dans un rythme étrange mais efficace, suffisant pour comprendre qu'il existait bel et bien un lien entre eux. Cependant, leur communication est interrompue par l'arrivée de plusieurs Maha-Wolves. Le dragon de la peste se place une fois de plus devant Myrrha pour la protéger. Mais au lieu d'affronter les bêtes, cette fois-ci, il hisse la jeune fille sur son dos et s'enfuit avec elle aussi vite qu'il le peut.